C'est l'histoire d'une super nana devenue célèbre en jouant les connasses. Elle s'est donnée à 100% en 10% et l'Amérique lui a ouvert les bras. C'est la seule actrice française à avoir bu un café avec George Clooney et rencontré Brad Pitt topless. Camille Cotin est en aparté. Hello Camille Cotin. Hello Nathalie, merci. Bienvenue en aparté, je suis ravie de vous accueillir. Merci, moi aussi. Bon, c'est un peu ce que je vous disais il y a quelques secondes en off. J'avoue que je suis doublement ravie parce que ça fait longtemps qu'on a envie de vous avoir ici. Ah, je suis très contente d'être là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous faites quelques pas, vous allez voir qu'on est vraiment à Paris, parce que vous êtes une vraie Parisienne, je crois. Oui, je suis une vraie Parisienne. D'ailleurs, vous n'avez pas été motarde à un moment? Bien sûr, j'ai passé mon permis moto. En fait, c'était pour faire un film. C'était un voisin qui habitait dans l'immeuble de mon père qui voulait faire un film. Et je devais faire une fille qui conduit une locomotive et qui a son permis moto. Et donc, j'ai passé mon permis moto. Mais mon père était motard. Il m'emmenait en moto à la crèche. Je me souviens, il avait une grosse BMW et j'avais un petit siège. Et à l'époque, vraiment, c'était assez aléatoire, hein, les sièges sur l'arrière d'une moto pour un bébé. C'est génial. Ouais. Ça vous a donné le goût de la liberté, Camille? Ouais, de la moto déjà. Vraiment, j'aime beaucoup la moto. Donc vous avez poursuivi, donc? Donc j'ai poursuivi. En fait, j'ai passé. Je ne sais pas si j'aurais passé mon permis moto s'il n'y avait pas eu cette occasion. Et le film ne s'est pas fait. Mais je l'ai eu. Et donc après, j'ai eu une Kawa 650. Ah ouais. Ouais. Génial. Pendant quelques années, qu'on m'a volée. Et voilà, après j'ai eu une petite Suzuki 250, après j'ai eu un scooter 125, et après j'ai fini là je suis en trottinette, quoi. Mais on adore l'idée, mais c'est vrai que ça fait tellement Thelma et Louise. Ouais, c'est ça. Camille Cotin en moto, en 2 roues comme ça. Ouais. Bon voilà, alors je vous installe si vous voulez bien sur le canapé. Mister Babylas. Ah ouais, carrément. Non mais attends, je vais sur le canapé. Vous voulez Mais attendez, après, on parle de Rembrandt un peu? Oui, on parle de Rembrandt. Je m'installe sur le canapé alors, hein. D'accord. J'ai bien envie qu'on se parle de Rembrandt, parce que c'est un film singulier, franchement, que j'ai regardé avec attention, que j'ai beaucoup apprécié, qui est puissant, sacrément puissant, dans lequel on va vous retrouver le 24 septembre en salle avec Romain Duris, qu'on voit bien sûr sur l'affiche. C'est signé Pierre Scholler, et vous êtes accompagné également de Céleste Brunkel, Denis et Bruno Podalides. Un casting prestigieux, et puis une histoire, une œuvre atypique, à la lisière du drame et du thriller. Mais vous allez m'expliquer, si vous voulez bien, dans un petit instant. On regarde d'abord les images? Oui, d'accord. Allons-y. Ce n'est pas l'expo du siècle. Exagère. Il y a quand même des très bons Raphaël. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ta mère. Je comprends pas. Tu veux qu'il lui arrive quoi, de toute façon? Et là, je sens... il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi. Où tu étais? Au musée avec toi? On t'a attendu 2 heures. Elle est là, et elle est pas là. T'as connu ce genre d'être comme ça avec quelqu'un, et le matin, tu te réveilles. Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Le nucléaire, le climat, c'est notre métier. Ça va vous paraître paradoxal, mais vivre à Fukushima, c'est plus sûr que de vivre à Roubaix. Et si on se trompait sur les aléas climatiques? Les analyses sont tenues cachées. Pierre, tu cherches quoi? Tu es en train de devenir une autre femme. Y a rien contre toi, Yves. J'aimerais te croire. Il est singulier, ce film, il est troublant. Camille Cotin, votre personnage, c'est Claire, une physicienne qui travaille à Londres pour le nucléaire, donc on ne peut plus pragmatique, hein, j'ai envie de dire, et dont le rapport au monde est bouleversé par sa rencontre avec un tableau. On va y venir dans un instant. C'est vraiment un film sur la quête existentielle, en un mot. Oui, surtout que, en fait, c'est donc des physiciens nucléaires et la façon dont ils sont incarnés dans le scénario de Pierre, je crois, assez proche de la réalité, c'est que c'est une vocation très forte, c'est un sacerdoce, c'est une mission. En tout cas, ces personnages-là, c'est vraiment c'est leur raison d'être, c'est le sens de leur existence. Et effectivement, cette révélation face à cette toile de maître, ce Rembrandt qui a traversé les siècles, qui la regarde et qui tout d'un coup lui dit qu'elle a entre les mains pas le destin de l'humanité, mais en tout cas elle a sa part dans ce qui nous attend, peut-être. Oui, il y a une dimension existentielle de l'ordre de la responsabilité, aussi de sa responsabilité. Après, je pense que le film il pose beaucoup de questions,
mais il prétend pas y répondre non plus, donc il laisse ouvert. Oui, il laisse ouvert. Donc j'aime bien l'idée de prise de conscience plus que d'anxiété ou de... Et sans jugement. Oui, voilà, il n'y a pas de jugement. Et à travers, effectivement, les deux frères interprétés... Ah non, oui, si, ils sont Denis frères. et Bruno oui, c'est ça, ils sont frères dans le film aussi. Oui, bien sûr. Unis tous les deux tous les deux partageant la même vocation. Mais c'est deux approches différentes aussi. Donc, au sein des scientifiques, il y a aussi plusieurs façons Des nuances, heureusement. Oui, voilà, des nuances, exactement, ouais. La nuance, tiens, on pourrait en parler dans Les Enfants vont bien, n'est-ce pas, Camille Cotin? Les Enfants vont bien, c'est le nouveau film de Nathan Ambrosioni, qui est un scénariste-réalisateur hors du commun, vraiment, d'une grande jeunesse. Vous aviez déjà tourné avec lui dans Tony en famille, et là, vous le retrouvez, cette fois avec Juliette Armanet et Monia Chokri, à partir du 3 décembre dans les salles obscures. Je disais nuance parce que c'est un film très sensible sur un sujet... j'ai le sentiment que c'est un sujet très rarement empoigné, très rarement raconté, c'est-à-dire la disparition volontaire, la disparition en l'occurrence de Juliette Armanet, disparition volontaire. Vous êtes sa sœur, vous dans le film, et vous allez récupérer sa famille finalement, vous allez récupérer ses 2 enfants en bas âge. Cette rencontre avec Nathan, donc elle fait des petits, si je puis dire. Nathan, ça fait un peu partie de ces rencontres parce qu'on a quand même quelques années d'écart. Mais voilà, parfois on rencontre des gens, on a l'impression qu'on se connaissait déjà et qu'il y a une sororité ou une fraternité, ou je ne sais pas comment c'est, entre un garçon et une fille, bref. Mais... une alchimie en tout cas, et j'étais très touchée qu'il me propose Tony et qu'il me dise qu'il avait pensé à moi en écrivant Tony, et très surprise aussi sur Tony, il m'a dit voilà, j'ai envie d'écrire mon prochain film, j'ai envie que tu sois dedans, et au début c'était pas ce film-là, c'était un film peut-être plus choral aussi, enfin là c'est choral d'ailleurs, mais plus dans un registre de comédie. Et puis il y a eu ce thème de la disparition volontaire qui était un thème qu'il avait marqué, puisqu'il dit que c'était justement le thème d'une pièce de théâtre à Avignon quand il avait 18 ans, et qui lui est revenu, il a travaillé dessus, et voilà, il a créé un personnage qui était vraiment aux antipodes du personnage de Tony. Et c'est un personnage extrêmement pudique qui se livre assez peu, donc quand on lit le scénario, on peut être un peu déstabilisé par... Voilà, il dit peu de choses, ce personnage, mais il est très touchant. Et il dit beaucoup de Nathan, de son rapport à l'enfance, de son rapport à la famille, de son rapport à l'absence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il va dire des choses finalement qui lui sont très personnelles et très intimes, mais à travers un sujet... universel. Et en même temps très rare. Et c'est un artiste magnifique et quelqu'un de bien. Ouais. Et on est sur le fil tout au long du film. C'est très, très beau. C'est très beau, très émouvant. Je vous invite au comptoir, sans transition. Parce que... Vous allez me faire boire. Du thé. Je vais vous proposer de vous asseoir, mais j'ai pas d'autres substances là sous la main. Non. Si ce n'est du chocolat. Du chocolat. Oui. Ouais. Oui, parce que le chocolat, ça, c'est l'écart qui est permis, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Non, mais là, cet été, j'ai une copine qui fait un programme qui s'appelle PBS, Putain de bon sens. Génial. Ouais, et donc c'est un programme, je vais mal le résumer, mais bref, c'est pour justement éviter les régimes et qui explique tous les mécanismes de la digestion et c'est pour garder la ligne, mais sans privation. Voilà. Ouais. Et donc le secret, quand on a envie d'un petit câlin sucré à la fin du repas, c'est du chocolat noir mais avec du beurre de cacahuète dessus. Et ça, c'est autorisé. Ah bon? Bah ouais, apparemment c'est super, hyper ça. régime. Chocolat noir, mais seulement un carré? Alors, non, la théorie, c'est que personne n'a envie de prendre une tablette entière de chocolat tartiné de beurre de cacahuète. Moi, oui, je peux. Mais voilà, l'idée, c'est que normalement, après un carré, en fait, ça va, on est bien et on s'arrête. Il y a plusieurs choses avec vous sur ce comptoir. Il y a effectivement... vous avez mis la main dessus. Alors, je vous laisse nous raconter un petit peu, parce que donc, oui. Ce ne seraient pas vos parents qui seraient à l'origine de cette BD, Camille? Camille. Ah ouais, oh là là, c'est joli. Ben oui, donc mes parents qui se sont rencontrés au restaurant Chez Chartier, qui existe encore, bien sûr, l'institution. Oui, ma mère me raconte que mon père s'est assis en face d'elle et qu'il a sorti son journal
Il était assez beau gosse et donc elle lui a dit mais c'est quand même hyper grossier de vous asseoir en face de moi et de pas me parler puisque c'est l'époque où on partageait des tables. Ouais, voilà. Et donc Bouillon Chartier qui est rue Montmartre, du Faubourg Montmartre. Et mon père était peintre et il faisait aussi des chantiers de peinture pour gagner sa vie parce qu'il gagnait pas sa vie en tant que. Enfin, il était aussi dessinateur, mais voilà pour compléter. Et je sais pas, ils ont discuté. Elle lui a dit qu'elle pouvait l'aider sur ses chantiers. Et donc, ça s'est passé comme ça. La rencontre, donc, se Et passe comme ça. la rencontre, voilà. Ouais. Ça donne quoi quand vous repensez à l'ambiance de votre enfance, Camille Cotin? Ça donne donc mon père qui vivait au 5e. Il se sépare quand ma mère est enceinte de moi. Donc, elle part toute seule, en voyage. Elle va dans un kibbutz, d'ailleurs. Et elle revient et il lui dit, je sais pas, elle me dit, j'ai dit à ton père, tu es comme tout le monde, tu es condamné à mort, tu as le droit à l'erreur. Donc, si tu es libre, bon, bref, voilà. Donc, mais il lui dit, mais prends donc, habitez tous les deux dans le 2 pièces au 5e, au 157 rue du Faubourg Montmartre, et moi, je prendrai la chambre de bonne au-dessus. Donc, mon enfance, c'est effectivement maman et moi au 5e, et puis papa là-haut dans la chambre de bonne, artiste qui écrase ses clopes par terre. Génial. Il y a un côté un peu bohème, donc. Très bohème. Bah oui, on est en 1978, donc oui, on est à fond dans la bohème. Alors, donc, de la fantaisie, si je comprends bien. Ouais. Peut-être un cadre un peu décalé par endroits. Et vous découvrez aussi la musique, le cinéma, etc. Pas tout à fait un hasard que cet album se trouve là, à votre droite. Celui-là. Oui, Celui-là. alors ça, c'est après, c'est à Londres. Attends, j'aime beaucoup. Les fissages vont au ciel, les autres vont où elles veulent. C'est un peu plus tard, ça. J'adore, Hein. ça, c'est plus tard. un peu plus tard. Mais ça, c'est Londres, c'est Dirty Dancing, effectivement. Après, avant, il y en a eu d'autres. C'est vraiment à Londres, parce qu'il me semble que vous êtes allé traîner vos guettes dans un vidéoclub. À Londres. C'était sur King's Road. C'était le vidéoclub sur King's Road où j'allais en roller. Et vous 4 louiez, roues, parallèles. Hein. vous louiez ce film. Je louais ce film tous les week-ends. Et donc, à la fin, il m'a dit, mais achète-le, ça te reviendra moins cher. J'avais pas pensé. Et c'était des VHS, hein, c'était pas des DVD. Alors, il y avait ça, mais il y avait aussi My Fair Lady, je crois. Il y avait My Fair Lady. Grease. Il y avait Grease. Alors, ouais, voilà. Et alors, ça se passait quoi? Comment vous faisiez? Parce que vous me parliez de vos sœurs tout à l'heure. Ouais. Vous rejouez les scènes? Bien sûr. Ma sœur, elle était très les Demoiselles de Rochefort et moi, j'étais plus Grise. Après, il y avait Autant n'emporte le vent aussi, qu'on regardait beaucoup. Les Pétroleuses, je vous cite un peu en vrac tous les films qu'on regardait ensemble le dimanche matin. Ma sœur Avril, donc, qui a 6 ans de moins que moi. Et oui, bien sûr, on rejouait les scènes, évidemment. Donc ça, c'est votre réveil à l'art. Oui, Mais ça. oui, enfin, bien C'est sûr, mon c'est aussi éveil à l'art. générationnel. En tout cas, à des goûts qui commencent à se dessiner. Et à l'école, vous êtes quelle jeune fille, quelle étudiante? Un peu turbulente, un peu beaucoup turbulente. Pas très concentrée. Je pense que clairement des troubles de l'attention, mais à l'époque, on ne diagnostiquait pas trop comme ça. Donc, très difficile de rester assise sans bouger, en fait. Un vrai besoin de bouger, de courir, de danser. Et donc, Londres vous va bien, en définitive, je trouve. Londres, j'ai adoré. Ouais, j'ai c'est pour ça qu'on adoré. a mis le drapeau, parce qu'il y a une énergie évidemment hors du commun là-bas. C'est une ville très moderne, où il y a aussi énormément de styles divers et variés. À Londres, vous découvrez autre chose, des excès, enfin en tout cas pas des excès, mais je veux dire des vrais souvenirs marquants. Londres, c'est synonyme de quoi? Parce que c'est la découverte, vraiment, oui, quand on est ado. En fait, c'est l'adolescence, c'est ça. Oui. J'ai été à Londres de 12 à 17 ans. C'est extraordinaire. Donc, les Muse... non, il y a des trucs que je peux pas dire. Mais c'est même pas tant... Il y a les premiers booms, les premiers émois, j'imagine, oui, voilà, les premières bêtises. Booms, les premières, le mur, évidemment, j'ai fait le mur. Mais je me faisais toujours gauler, donc ça, c'est les troubles de l'attention. On laisse toujours un truc traîner, on se dit, ah là, ça, c'est fatal. Là où je disais, genre, à 7h30, je disais à ma mère, je suis épuisée. Et il y avait... je vais aller me coucher. Et il y avait une petite chambre qui était, en fait, qui avait, à côté de la cuisine, qui avait un accès sur la rue. Et je disais, je suis tellement fatiguée. Ma chambre, à moi, elle était en haut. C'était les maisons anglaises très étroites et comme ça, assez hautes. Et voilà, et je disais, oh là là, je suis crevée, je vais aller me coucher. Je n'ai même pas la force de monter dans ma chambre. Je vais aller dormir dans le lit à côté de la cuisine. Donc elle disait, ah d'accord.
Et voilà, et elle me disait, et puis le lendemain, à 11h, tu dormais encore. Je me dis, c'est vraiment bizarre quand même, parce qu'elle s'est couchée à 7h30. Et puis voilà, puis elle dit, je rentre, et puis il y a ton déodorant posé sur la table. Bon, bah voilà, j'étais cramée. Ça prend pas, quoi. Non, ça n'a pas pris. Et puis, vous allez être prof. Vous allez être prof à un moment parce que vous avez très envie de la scène, du théâtre. Vous avez très envie de jouer, mais quand même, vos parents, je crois, vous invitent à être un peu sérieuse. C'est un peu l'idée. Qu'il faut un job. Non, ils sont plutôt super encourageants en me disant que s'il y a un truc qui me passionne, tant mieux, il faut foncer. Enfin, mon père un peu moins, parce que comme il est artiste et qu'il gagne moyennement sa vie... C'est un peu aléatoire. Ouais. Non, il est un peu désespéré. Il est là, oh non, encore une artiste. Mais non, mais arrête. Et tout, faut pas faire ça. Actrice, en plus. Bon. Il me disait, il fait chier le théâtre, les bouffons en perruque. Ça s'appelait les bouffons en perruque. Bon. Donc lui, moyen. Mais ma mère et mon beau-père, au contraire, étaient plutôt très soutenants. Par contre, ils voulaient que j'ai un plan B. Et donc, ce plan B, c'est prof. Voilà. Et alors, Camille Cotin en prof, ça donne quoi? Oh là là, mais c'était un désastre. Mais non. Non, mais c'était un désastre. Mais non, mais parce que, donc, j'ai ma maîtrise d'anglais et donc je fais des petits boulots en étant apprentie comédienne chez Périmoni. Donc, je suis serveuse, vendeuse, voilà, des trucs qu'on peut faire parce que j'entrais dans les restos, j'entrais dans les magasins en disant bonjour, vous cherchez quelqu'un. Donc, voilà, c'était vraiment porte-à-porte. Et après, j'ai vu qu'on pouvait enseigner dans le privé avec un bac +4, alors que dans le public, il faut un CAPES au moins. Et donc, j'ai regardé le quartier que j'aimais bien, à côté de chez mon père, quoi. Et donc, j'ai pris le bottin, parce qu'à l'époque, il y avait un bottin, et j'ai appelé les écoles privées en disant « Bonjour, vous cherchez une prof d'anglais ?» On me dit « Oui ». Et donc, voilà, donc je suis devenue prof comme ça. Et donc, j'étais rue du Mail, où il y avait des élèves des 4e et des secondes. Donc, les 4e, ils étaient en pleine poussée d'hormones, ils étaient déchaînés, jetaient des trucs et tout. Ouais. Et j'avais aucune autorité. En plus, un jour, il y en a un qui sort une télécommande universelle, je comprends rien, donc on regarde un truc, le truc avance. Je suis elle est cassée cette télé. C'était mort de rire, enfin, cata, vraiment cata. Et puis pas d'autorité, enfin voilà. Et les secondes, c'était autre chose, ils fumaient quand même pas mal de joints, je pense. Donc ils étaient tous complètement amorphes, avec les yeux rouges écarlates. Et personne parlait, mais jamais. C'est-à-dire que je posais des questions et j'étais seule. Donc finalement, j'en revenais à préférer les 4e, qui me traitaient mal, mais au moins c'était vivant. Et non, et en termes d'apprentissage, je sais pas trop. Je pense que non, j'étais pas au niveau. Clairement, j'inventais des mots parfois pour pas perdre la face, parce que j'avais déjà tellement perdu la face. Non, c'était pas concluant. Enfin, c'est très imagé la manière dont vous racontez, donc vraiment génial. On imagine bien. Pendant ces années-là, il y a aussi évidemment le théâtre classique, le boulevard. Ça vient se télescoper, vous alternez évidemment parce que c'est de ça dont vous rêvez. Il y a même des projets bénévoles. C'est pas toujours de qualité. Il faut se remettre en selle. On n'a pas peut-être forcément l'énergie. Et je vous installe dans le fauteuil pour parler de la suite. Le fauteuil qui est dans le prolongement près de la baie vitrée. Voilà. Okay. Donc c'est aléatoire. J'ai envie de dire le quotidien sur scène. C'est pas encore complètement installé. Non, mais en fait c'est hyper joyeux. C'est hyper joyeux. C'est hyper joyeux. C'est pas lucratif. Mais c'est hyper joyeux. Et puis c'est très, j'étais obsédée par les stages. Moi, j'adorais faire des stages à Avdas et tout ça. Et donc, à l'issue d'un stage, je rencontre une troupe qui est en gare d'Asnières, sur le quai, parce qu'on leur prête ce bâtiment, qui est un grand bâtiment des voyageurs de 500 mètres carrés, donc qui paye pratiquement pas. Il n'y a pas de chauffage. Et là, on monte le Maître et Marguerite. Donc, on passe 3 ans à travailler sur le Maître et Marguerite. Et moi, finalement, je fais le chat Behemoth, qui est un personnage exceptionnel. Et en même temps, je joue week-end en ascenseur au Café d'Edgar avec mes copains, enfin des gens que je rencontre et qui deviennent mes amis pour la vie, puisque c'est toujours ma bande de copains chéris, ouais. Et voilà, et on joue tous les soirs dans des salles où il y a, je sais pas, il peut y avoir 5-10 personnes. Voilà, le bâtiment d'Asnières, je pense qu'on a dû travailler pendant 3 ans sur le Maître et Marguerite. On a dû le jouer 15 fois. Mais en même temps, finalement, j'ai adoré Périmoni, mais c'est l'école, voilà, et d'apprendre à jouer comme ça, c'était tellement joyeux et tellement collectif. Alors, c'est collectif, ça se met en place, tout ça. La caméra, vous y pensez pas nécessairement, même pas tout à fait à ce moment-là. Je fais un peu des castings, mais qui marchent vraiment pas, quoi. Ouais. Mais quand même, il se passe un truc qui déclenche beaucoup de choses ensuite. Regardons. Qu'est-ce que ça peut être? Je me demande. Mademoiselle,
Voulez vous asseoir? Non, non, c'est bon. Si vous êtes enceinte, asseyez-vous. Je suis pas enceinte. Vous êtes sûre? C'est fini. Ah, bah, pas moi. Ah, je vous attends alors. C'est gentil. Je peux regarder? Non, le foulard. Ah, le foulard. Allez, Fais voir. c'est bon. Merci. Mais c'est dégoûtant sinon. Excusez-moi. Ça vous dérange pas que tout le monde sache que vous écoutez Christophe Maé? Il n'y a pas d'onde. Un peu quand même. Eh ouais, connasse, forcément. Cette Eh ouais. série signée Noémie Saglio et Héloïse Lang, la série culte de Canal, qui va franchement vous révéler. Et je crois savoir que c'est Camille Chamou, votre copine, Ouais. qui vous a soufflé ça à l'oreille. Exactement, ouais. C'est Camille Chamou, oui, parce qu'elle entend parler du casting. À l'époque, c'est juste un pilote, donc il n'y a aucune chaîne. Enfin, voilà, c'est un pilote. Donc un pilote, c'est vraiment un truc. On le tourne, mais on ne sait pas si ça Si ça verra le va, jour. ouais. Ouais, voilà. Et donc elle me dit, tu devrais passer ça. Je suis sûre que ça tirait trop bien. Vous y allez avec des pieds de plomb? Non, parce que vraiment, je suis toujours contente, moi, de passer des castings à l'époque, justement. Ouais. Et puis, c'est vrai que, comme je vous le disais, je faisais beaucoup de théâtre dans des registres divers et variés. Mais quand je passais des essais pour des téléfilms ou des trucs comme ça, ça aboutissait pas. Donc, j'y allais pas... j'y allais pas du tout avec des pieds de plomb. Je me souviens, j'ai fait une impro et voilà, et je me suis plutôt amusée. Et après, quand les filles m'ont dit « Ouais, je pense que ça va être en caméra cachée », j'étais un peu décontenancée. Je me disais « Tiens, c'est un peu années 90, la caméra cachée et tout, bon. » Et je ne m'attendais pas du tout, en fait, à ce que... À ce que ça prenne comme ça a pris, oui, à ce oui. succès. Vous êtes devenu vraiment presque le personnage, on vous a assimilé, j'imagine, à ce personnage. D'ailleurs, vous avez pas pris à un moment des remarques, il n'y a pas eu des gens désobligeants, parce qu'il y a des scènes quand même dingues qu'il faut assumer. Vous étiez vraiment désagréable pour le rôle. Oui, j'étais assez désagréable. Mais le propre d'une connasse, c'est qu'en fait, elle vous stupéfait. Ouais. Vous êtes tellement saisie que vous ne pouvez pas réagir. C'est ça. Et donc, le problème, c'est le temps de réaction. C'est que, justement, quand elle décrivait, je me souviens, dans leur Bible, elle disait, la connasse, en fait, le temps qu'on réalise ce qu'elle vient de nous dire et qu'on trouve quoi lui répondre, elle est déjà partie, en fait. C'est trop tard. Donc ça, c'était assez marrant. Et c'est vrai que quand on tournait, les réactions, souvent, étaient trop passives. Ah oui. Et ça marche vraiment. Il y a bien sûr les punchlines que Héloïse et Noémie écrivaient, mais c'est les réactions aussi des gens qui font que la comédie peut exister. Et souvent, les commerçants nous disaient « Mais vous êtes en deçà de la réalité. » Il y a bien pire. Il y a pire, je crois. À Paris, on est quand même sur un niveau. Alors, dans la foulée, évidemment, vous êtes très connu, arrive vraiment l'adhésion du public, ce qui vous conduit à la série 10%. Là, c'est vraiment un phénomène, véritablement. Il se passe quelque chose, aussi bien sur le personnage que vous interprétez que sur cet univers du cinéma dans lequel tous les spectateurs vont s'immerger. Et d'ailleurs, 5 ans après la fin de la série, Andrea Martel va faire son grand retour dans un film. Oui, exactement. Qu'on va tourner là bientôt. Ça commence dans 2 semaines ou 3 semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de vous, Andrea? Et qu'est-ce que vous lui enviez? Alors, je lui envie son sens du stratège. Je suis nulle en stratège. Et elle est vraiment hyper forte. Ça se voit, non? Il y a un truc, ouais. Ah ouais. Elle doute pas beaucoup non plus. Alors, ce qui fait qu'elle se prend les pieds dans le tapis parfois. Et c'est ça qui fait que c'est un personnage hyper plaisant aussi, amusant à regarder, parce qu'elle est hyper sûre d'elle, elle doute pas, elle est très intelligente, mais donc quand elle se prend les pieds dans le tapis, c'est encore plus marrant. Voilà. Après, je pense qu'elle est entière, passionnée et très honnête. Attends, est-ce qu'elle est honnête? En fait, elle est... parfois, elle a un peu la fin justifie les moyens quand même. Ouais. Mais entière et passionnée, c'est ce qu'elle a dit. Entière et passionnée, oui, je pense. Ouais. Alors évidemment, succès critique et public. Vous traversez les frontières. C'est elle aussi qui vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Regardons.
Paula, darling. Oh, love the all-white outfit. So chic. I made some strudel for you and Em. It's the only thing I know how to make. I'm on a diet, but I'm sure Maurizio will love your strudel. Oh. Would you like a cigarette? No. Grazie, signor. Prego. You ever steal anything, Paula? What? Forgive me. I'm trying to teach Alessandra the importance of not touching other people's belongings. Le film de Ridley Scott, House of Gucci, avec, on l'a reconnu, ou presque, Lady Gaga à vos côtés, Adam Driver, votre partenaire. La direction, donc Ridley Scott. Comment ça se passe un tournage comme ça, avec des monstres sacrés? Lady Gaga... Lady Gaga, donc elle était vachement concentrée. Mais après, elle a pris la peine de... Elle n'était pas du tout désagréable. Mais elle m'a dit, je suis dans mon personnage, donc... oui, parce que vous n'êtes pas copine dans l'histoire. Bah non, je lui pique son mari. Vous lui piquez son mari, voilà, c'est moyen copine. Donc en fait, elle prend le personnage... Mais elle était très touchante parce qu'à la fin du film, parce que moi je suis arrivée tout au début, donc c'était vraiment ses premiers jours, et elle avait fait Star is Born, mais voilà, elle se préparait, elle a pris le truc vraiment à cœur. Je pense que tout ce qu'elle fait d'ailleurs, elle le prend à cœur. C'est une grosse travailleuse, et une grande artiste, mais... Donc elle s'était installée en Italie depuis 6 mois, elle travaillait sur son accent, elle était vraiment en immersion et elle avait envie d'aborder les choses un peu sous le prisme de l'acteur studio, method acting, ils disent en anglais. Enfin, c'est une façon, elle est concentrée et voilà. Mais à la fin du film, quand je suis revenue, elle m'a dit, voilà, là j'ai traversé le film et je me rends compte qu'en fait c'était peut-être pas... Enfin, j'aurais pu... finalement être plus ouverte. Oui, je pense qu'elle était en train aussi de découvrir sa façon à elle de travailler et qu'est-ce qui lui allait le mieux. Mais il m'est arrivé de travailler avec des gens qui m'ont pas adressé la parole et c'est pas parce qu'ils étaient dans leur personnage et ils ont pas pris la peine de venir m'expliquer. Donc voilà, j'ai pas du tout été heurtée ni choquée. Au contraire, j'ai trouvé que même dans cette façon d'approcher les choses, elle a été délicate. Mais c'était une belle expérience, évidemment. Bah oui, puis moi j'ai vu qu'il y avait un DVD de Thelma et Louise. Oui, justement, alors allez-y parce non, que... mais c'est vraiment... Oui, j'ai pas beaucoup bougé là. Mais non, je vous en prie, c'est le moment, ça tombe bien. Non, mais c'est vrai que Thelma et Louise, pour moi, ça a été... c'est à côté de King Kong Theory, c'est tout mon... Alors Louis de Funès, peut-être pas, mais là, on est vraiment dans la bibliothèque, dans l'étagère du féminisme, quoi. Non, vraiment, Thelma et Louise, c'était à Londres aussi, et c'est vrai que ça a été un choc. Et en fait, en le revoyant là aujourd'hui, toute cette problématique du viol, de la tentative de viol, comment prouver que c'était une tentative alors qu'on t'a vu danser avec lui, que t'étais bourré, qui va nous croire, la justice, finalement, c'était dans les années 90 et c'est terriblement contemporain. D'un point de vue, la DA, elle est extraordinaire. Elles sont absolument magnifiques. Harvey Keitel, Brad Pitt, cette fin est bouleversante. Harvey Keitel qu'on retrouve d'ailleurs dans la leçon de piano. Bon, là aussi, Jane Campion, je pourrais en parler pendant des heures. Non, mais ça, là... Alors, tout ça, évidemment, ça nous a donné des indications sur vos goûts et sur votre structure. La musique, évidemment, tient une place importante, surtout quand on a vécu son adolescence à Londres. Vous voyez les disques à la droite de la platine, Camille ? Ouais. Tout premier niveau. Attends, là, ah oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Là, on a fait un petit choix en amont pour vous. Oh là là. Bon, ça, si je devais en garder qu'un... Si je devais partir sur une île déserte... Vous voulez l'écouter ou pas ? C'est vous qui allez mettre la musique, là. Ok, d'accord. Sur la platine. Ouais, bien sûr. Évidemment, il y a la période londonienne, Nirvana, il y a tout ça. Mais ça, je vais vous dire, c'était pendant le confinement. On a écouté cet album en boucle avec mon amoureux et nos amis. Et en fait, je m'en lasse vraiment pas. Je pense que je vais l'écouter jusqu'à la fin de ma vie. Allez. Bon, j'en écouterai peut-être d'autres quand même de temps en temps, mais attends... Ok. Ouais. Oh, that's good.
J'adore quand il dit drums, please, Fab. Merci Camille Cotin d'être venue nous voir ici. Vous pouvez Ça y est, savourer le c'est morceau fini. en regardant Ouais. évidemment les détails qu'on avait mis en place. Il y en avait tellement. Je vous embrasse, merci d'être Merci, venu. On vous Nathalie, retrouve dans les salles merci. obscures Rembrandt, Merci. 24 septembre. Merci à vous. Waiting for me down on the street, but now you gotta do something.